toutes et à tous, bienvenue pour ce 19e épisode de la 6e saison de Cold Facts, enregistré tard, mercredi soir, parce que Greg est rentré de Finlande. Et puis on va justement commencer cet épisode par la qualification pour la finale du Genève Servette, la finale de la Champions League qui aura lieu le 20 février au Vernet. Après, on enchaîne avec les pronostics et Lausanne. Pourquoi aussi on a fait tard ? Parce qu'on voulait pouvoir parler de la victoire du Lausanne Hockey Club 3-2 après prolongation contre Zug. Ce Lausanne Hockey Club qui nous fait de plus en plus plaisir. On a vraiment du plaisir à voir évoluer cette équipe emmenée par Suomela et Juice. Et puis on enchaîne avec Fribourg qui n'arrête pas de gagner en 2024. On va parler d'Andrei Bikov aussi et des quelques signatures de jeunes du côté de Gauthieron. Puis on termine cet épisode en parlant de Bienne et d'Ajoie. Bienne notamment qui a signé aussi un jeune extrêmement prometteur, Rodwin Dionisio. Et puis à Ajoie, un petit peu plus difficile pour J. en colère qui a décidé de partir et de rejoindre la Chaux-de-Fonds. Salut Greg. Salut Jean-Fred, de la forme? Mais oui, ça va bien, toi qui es de retour après un petit trip dans le nord de l'Europe. Exactement, on enregistre cet épisode quelques heures après mon retour de Finlande, le mercredi soir au lieu du mercredi matin, pour ça qu'on le diffuse que le jeudi. Est-ce que tu as vu qu'il y a quelqu'un qui a dit il pourrait quand même revenir en FA18 non, pour pouvoir faire l'épisode J'avais pas vu, mais non, je suis rentré avec Finnair et il y avait l'équipe dans le même vol que les journalistes qui étaient présents à Rauma. Eux ont passé 2 nuits sur 3 à Helsinki. Nous, les journalistes, sommes restés à Rauma 2 nuits. Passer de moins 16 à environ 0 degrés ici et de la pluie, c'est un petit choc thermique dans une petite journée. Mais non, chouette voyage quand même. Ouais, puis surtout, chouette conclusion, je vais dire, parce qu'on pouvait, après une dizaine de minutes, se dire... Ouf, après Davos, après Fribourg, après Zug, voilà, c'est au tour de Genève de céder en demi-finale. Oh là là, dommage, dans le dernier carré, mais pas plus loin. Et ouais, puis non. C'est intéressant de voir que j'ai l'impression que s'il y a une équipe qui pouvait tourner ça, c'était Genève, dans l'état d'esprit de on déteste la défaite plus que beaucoup d'autres équipes. Eux, ils sont les meilleurs, je pense, dans cet état d'esprit. Ils sont vite menés 2-0, c'est vrai. Ils marquent pas un but depuis plus d'une semaine. Ouais. Contre Rauma, ils sont une demi-heure muets. Après, ils sont muets contre Zug à la maison, à Bienne. Ils marquent pas un but. Tu te dis, là, ouais, ça devient un peu compliqué. Rauma, c'est une super équipe. Et puis, les 2 défaites, là, tu dis contre Zug et contre Bienne, en plus, c'était pas... Il y avait rien à redire. C'était pas... Tu pouvais pas dire, mais ils sont passés à ça, il y a eu 72 poteaux. Non, c'était pas des bons matchs. C'était pas des bons matchs, exactement. Et puis tout d'un coup, est-ce que, justement, des fois, on le relève, podcast après podcast, année après année, en disant, des fois, il y a des grands joueurs qui se révèlent au meilleur moment, et c'est pour ça que c'est des bons joueurs et des grands joueurs. En l'occurrence, Valtteri Filppula et Sami Vatanen, il n'y a pas que, évidemment, que c'est une victoire collective. Olkinuora a fait les arrêts, tout, mais... Olkinuora, on peut vite parler quand même du 2-0 2 secondes. Ouais, là. Il a fait des arrêts après avoir pris un retoillon entre les pattes, quand même. Absolument. Mais il est quand même... Après, il est là. Mayer se prend un retoillon, puis après, il y a 4-0 pour Bienne. Il a tenu la barre avec Olkinuora, il n'y a rien à dire. Et depuis qu'il est là, il est vraiment fort. Et oui, il y a toute la délégation finlandaise qui a été dominante dans ce match. Je me faisais un peu la réflexion hier, heureusement que c'est en Finlande et puis que c'est pas en foot dans un pays chaud, on va dire, où tu as 5 joueurs du pays qui vont qualifier une autre équipe sur les terres. À mon avis, le passage à la douane au retour, il pourrait être un poil plus tendu. Là, à la sortie, j'ai trouvé assez admirable les fans de Rauma qui ont applaudi les Finlandais, qui ont été, quand Filppula a reçu la distinction de meilleur homme du match, il s'est fait applaudir. Il y avait plein de gens qui l'attendaient après pour juste lui taper dans la main quand il sortait de la glace. Et j'ai trouvé que c'était... assez intéressant de voir les Finlandais comme ils étaient attendus là-bas. J'aime bien cette réflexion-là, mais je me demande si, admettons, un Romagnosi vient avec une équipe et bat Berne finalement,
ou Ishier, mais Yosi, c'est peut-être un peu plus marquant. J'ai pas l'impression que les gens vont le huer. Non, tu c'est sais. vrai, c'est la même chose. T'as complètement raison. Est-ce que c'est peut-être... Non, mais c'est intéressant comme réflexion, c'est de peut-être se dire, effectivement, est-ce que les publics de hockey sont peut-être plus moins sensibles à ça, je sais pas. Alors que pourtant, les querelles de clocher, tu passes de Fribourg à Genève ou bien de Lausanne à Bienne et tout, et tu te fais huer, ça existe. On l'a vu plus d'une fois. Absolument. Puis qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est que maintenant, Genève va avoir un encore plus gros morceau au prochain tour chez l'FTO. Le 20 février. Le 20 février au Vernet. Voilà. Ouverture de la billetterie début février. Ils sont en train d'organiser le truc. Moi, j'ai envie de dire que vu qu'il y avait 3000 places de libre en demi-finale, ça devrait aller. Il y aura de la place pour tous ceux qui veulent venir, non? C'est pas ça? C'est pas comme ça que ça se passe? C'est un public événementiel, on va dire. J'avais dit à une personne de la communication à Genève avant la demi-finale, je dis mais vous auriez dû tellement faire que ceux qui ont un billet pour la demi sont prioritaires en cas de finale à la maison. Là, peut-être, t'en vends peut-être 2-3 de plus déjà avant. Ouais. Alors là, ils donnent la priorité aux abonnés, mais ce qui n'était pas incompatible parce que les abonnés étaient souvent beaucoup là aussi en demi-finale. Mais là, tu peux donner priorité à ceux qui avaient leur billet, plus les abonnés. Et puis, Mais là, du coup, ouais, ça va être intéressant. Ça aurait dû être en Suède à 95%, on va dire, après les matchs allés. Chez l'FTO a perdu contre Vitkovice à la maison 2-1, ce qui était quasi le seul résultat qui faisait qu'il passait quand même, mais il n'accueillait pas la finale. Donc au lieu d'aller au cercle polaire ou pas loin, on y est clairement. Toi qui avais connu Kiruna, c'est pas très loin chez l'FTO. Ouais, chez à Luleå aussi, c'est un poil au sud de Luleå. Et j'aurais adoré aller là-bas. Alors, je peux pas le dire trop fort, mais quand dégoûté de voir que le match n'a pas lieu chez l'FTO, mais d'un point de vue purement égoïste et égocentré, on va dire, ou autocentré. Par contre, pour le hockey suisse, que cette finale ait lieu à Genève, c'est vraiment, vraiment bien. Et ce sera l'occasion, justement, qu'il y ait un événement sur sol suisse. Parce que même sans réfléchir au pays dans lequel ça se déroule, niveau localisation, niveau hospitalité, comme tu disais, capacité hôtelière aussi, niveau centre, enfin c'est beaucoup plus centré. Aéroport. Et voilà, chez FTO c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi un aéroport, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Donc non, c'est une bonne chose pour le hockey suisse aussi au sens large. Je sais, on voit sur les réseaux sociaux que tous ceux qui sont au-delà, qui aiment le hockey et qui vivent à l'est de la Versoix. Je sais pas, ouais, à l'est de la Versoix, ils sont là. On est pour Munich, on est pour Växjö, on est pour Rauma. Du coup, on est pour les équipes qui perdent contre Genève, en gros, pour l'instant. Et on vous voit, mais en même temps, c'est compréhensible, disons. Absolument. Mais je pense quand même que cette équipe de Genève, elle a en tout cas gagné le respect parce qu'elle a fait sur cette compétition, parce qu'ils l'ont vraiment dit dès le tout début. Si on la joue sérieusement, on la joue à fond, on veut aller au bout, et c'est notre mission sur cette saison-là. Ah, ils ont tenu parole. Ils l'ont dit tour après tour. Après le match en Finlande, il n'y a eu aucune exubérance. Ils sont retournés dans leur vestiaire, on attendait devant. Bien sûr, ils ont un peu braillé 2 minutes, mais comme une équipe qui a gagné quelque chose, qui a gagné un match, mais après voilà, ils sont ressortis assez rapidement. Puis t'as des gars qui viennent te parler. J'ai parlé un bon moment avec Phil Poula. Bon moment, j'exagère. J'ai parlé quelques minutes avec Phil Poula. Et ouais, il est là tout tranquille à dire voilà, on a gagné un match, clairement. On peut d'ailleurs retrouver l'interview dans ta newsletter. Hein. Exactement, ouais. Je me suis dit que je faisais pas d'analyse, mais une interview cette semaine pour changer un petit peu. Et voilà, il me dit on a gagné ça, c'est super, je suis très content, mais on n'a rien fait quand même. Bon, tu prends le type qui a à peu près tout gagné dans sa carrière, donc forcément que... Absolument. Si on regarde la différence aussi quand même entre ce qui s'est passé en Finlande et les 2 matchs du week-end, c'est aussi le retour d'un Sami Vatanen. Et on le voit, en fait, vu qu'il n'a pas été là à un moment et qu'il est de retour, tu as vraiment le contraste. Sans Vatanen, avec Vatanen, ce que ça donne. Et Vatanen rend Chanton avec lui largement meilleur, et Chanton est très bon, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, mais il le bonifie aussi. C'est une paire qui tient bien la route. Sur le but de Phil Poula, ça a son coup d'œil pour lui faire la passe dans le slot, il est magnifique. Ouais. Et son but, on n'en parle même pas. Juste avant, il fait un solo incroyable. Je sais pas si t'as vu. Juste avant son but, il tente un solo, il passe presque tout le monde. Et puis il y a je pense un défenseur qui arrête juste à côté du gardien son tir. Moi, j'étais dans les tribunes, j'ai pas revu le ralenti, mais ça m'avait l'air assez impressionnant à voir. Et ouais, Vatanen, il l'apporte
énormément à cette équipe. Puis là, en une semaine, finalement, on s'en est vraiment rendu compte, si besoin était. J'ai posé la question à Noah Rod au téléphone. Il m'a dit qu'il avait reçu environ 150 messages pour le féliciter. Il m'a dit c'est drôle, il y a des gens, ça faisait un moment que je les avais pas, j'avais pas eu de nouvelles. Il rigolait un peu de ça en disant que c'est pour montrer aussi le côté événementiel. Il y a aussi quelque chose, je sais pas si tu as vu. Bon, moi, si j'étais un pote de Noah Rod et puis s'il va gagner un match au Hockeyad contre une équipe tchèque, je l'enverrai pas un message non plus. J'attendrai qu'il y ait un match un poil plus intéressant. Absolument. T'as raison. Le pauvre, sinon, si tout le monde, après chaque match, il reçoit. Tu reçois 150 messages pour dire ouais, bravo, super victoire contre Vitkovice de loup. Au mois d'août. Mais pour dire que oui, il y a un côté forcément événementiel. Je sais pas si tu as vu sur le groupe Facebook des Pécalistes, il y a quelqu'un qui a mis ça à faire. Qui a dit pourquoi pas faire la finale de la Champions Hockey League à la Praille. Puis après en disant oui, parce qu'il y avait eu le Winter Classic. Alors, je me rappelle, tu y étais toi? J'ai eu le bonheur de pas y être. Voilà. J'ai eu le. C'était quand même à vivre une fois, un truc comme ça. Moi, j'ai fait le derby des Pats, le Tatsen Derby à Berne-Langnau. Mais c'est honnêtement, j'ai regardé tout le long. En fait, tu dois quand même écrire sur ce match. C'est pas seulement l'événement. Il y a quand même un match de hockey qui se passe. C'était contre Lausanne, je crois. De mémoire, c'était quoi 1-0 Ouais, 1-0. C'est en même temps, organiser un événement avec une équipe de Heinzelers sur la glace, ouais. Tu sais qu'il va venir te pourrir le truc. Donc. Mais c'était. Tu voyais rien. Enfin, tu devais regarder l'écran géant pour voir le match. Donc, en fait, parce que puis et on était en plus bien placés, les journalistes. En tout cas, on n'était pas les moins bien placés du stade. J'imaginais les gens qui sont dans les grades en bas. En fait, tu vois rien parce que t'as la bande. Exactement. Donc, ouais, c'était un peu. C'était bizarre. Donc, je me dis, si on veut vraiment rendre hommage au hockey sur glace et se dire, non, ça peut être chouette, je ferais autant faire au Vernet, même si on sait que les Vernets, c'est pas la patinoire la plus moderne de Suisse. Laissons ça quand même dans une vraie patinoire. Ouais, alors ça, s'il vous plaît, non. Pas ça. Donnez pas d'idée à Genève Servette. Et oui, pour revenir sur les matchs en stade au Vangdorf, quand j'étais justement, je sais pas comment, à quel moment. Ouais, maintenant ça s'appelle de nouveau le Vangdorf. Quel était son nom à cette époque-là, le stade de Suisse, je pense. On était très bas. Et du coup, quand t'es placé très bas, en fait, moi je voyais des troncs de hockeyeurs qui avançaient. Mais j'ai pas vu le puck de tout l'après-midi. C'était vraiment terrible. Alors après, on avait des écrans et puis on regardait sur l'écran. Mais alors, c'est pour aller voir la télé. Moi, j'ai regardé la télé, quoi. Donc, bref. Mais on veut pas faire trop les blasés non plus. C'est un événement qui est hors norme, finalement. Et c'est autre chose qu'un bête match de hockey. Mais là, non. Je pense qu'il faut que ça se joue au Vernet, effectivement. Absolument. On a une question concernant Genève Servette qui est tombée alors, avant le match. Et bonjour, je vous écris car j'aurais aimé avoir votre avis ou si vous avez des informations par rapport au contrat de Honka au Genève Servette, en sachant qu'une licence étrangère a déjà été utilisée par le club genevois pour lui et qu'il n'en reste plus qu'une disponible, tout en constatant que Lennström a quelques difficultés pour s'adapter au championnat de Suisse et a subi 2 blessures. Ne serait-il pas préférable pour le club de le garder jusqu'à la fin de la saison et l'intégrer dans un tournus pour pallier d'éventuelles blessures? Merci pour votre podcast passionnant, c'est toujours un plaisir d'avoir votre analyse sur le club que l'on supporte ainsi que sur les autres. Gabriel Varela, merci Gabriel. Merci Gabriel. Moi j'ai pas d'infos supplémentaires que ce qui a été publié par Genève Servette, à savoir que au moment de l'échange Honka Maurer, quand il a été finalisé et que Maurer a été définitivement parqué à Berne jusqu'à la fin de saison et donc il rompu son contrat à Genève, ça a été annoncé que le contrat de Honka était prolongé jusqu'au 31 janvier. Donc il est toujours sous contrat à ce moment-là. Maintenant, effectivement, vu qu'il y a encore la licence de Apala qui a été utilisée par Genève Servette, au bout d'un moment, après, on arrive quand même à un moment où tu auras bientôt la fin du marché, c'est le 15 février, sauf erreur. Donc il n'y aura plus trop d'opportunités d'engager des étrangers. Mais moi, je ne serais pas surpris que Honka reste à Genève. Je ne vois pas de raison pour ne pas le garder, surtout que Nemeth est censé revenir à Berne. Absolument. Nemeth qui était blessé, ce qui faisait que Berne jouait avec 6 défenseurs, dont 3 mecs qui tu te demandais vraiment s'ils étaient à leur place, sans faire injure à des Claude Curdin-Pache ou à des joueurs comme ça, où tu dis, ok, c'est des défenseurs de Liga, mais enfin de National League, mais à Berne, vraiment, ils jouent avec 6 défenseurs. Donc, malgré ça, ils ont accepté de prolonger Honka jusqu'à fin janvier.
Est-ce que c'était tributaire de si on va en finale de la Champions League, il nous faudra des forces vives, donc si on se qualifie, on prolonge? Je ne sais pas du tout. J'ai pas la réponse à ça. Parce qu'en plus, ils peuvent jouer avec plus d'étrangers. Absolument. Donc, Est-ce que tu peux faire revenir Appala pour la finale? Le doublé Coupe Spengler, Ligue des Champions pour Appala. Ce serait... on serait pas une aberration près en termes de championnat de Suisse. Oui. Être capable de te refiler un gars pour un... Il peut pas faire un deuxième transfert dans l'autre sens. Mais l'idée de se dire qu'on a vécu tellement de trucs. C'était quoi? C'était Schwendener, le gardien, qui avait fait à peu près l'intégralité des clubs de National League et de Swiss League en 3 mois. Exactement. C'était complètement fou. Et puis à part ça, on a parlé d'Olkinuora qui a véritablement stabilisé. On a vu quand Robert Mayer a joué contre Bienne, c'était... Alors, on voulait pas lui mettre toute la misère du monde sur ses épaules. C'est pas... Genève n'a pas perdu parce que Mayer, en tout cas, pas aidé. Non, clairement. Donc, le deuxième but, il est à lui. Il y a eu pas mal de situations un peu bizarres. Après, il fallait qu'il se remette aussi un petit peu dans le rythme. Il n'avait pas joué depuis 1 mois après une blessure. Donc, il n'était pas dans des conditions optimales. Il était avec une défense qui était privée de Carrère, Onka et Vatanen, du coup, avec 2 juniors qui avaient été envoyés. C'est pas un cadeau. En même temps, le plan avait sûrement été fait comme ça, en disant Olkinuora, il joue Rauma plus Zug. Toi, tu viens jouer Bienne. Et après, on remet Olkinuora pour le match retour de Rauma. Ils n'allaient pas le lui enlever sous prétexte qu'il y a des défenseurs absents. Non, mais dommage pour Gauthier Desclous, par exemple, qui a l'air de ne pas être... Il avait été annoncé blessé, sauf erreur, en début de week-end, mais il aurait pu être apte pour le match à Rauma, mais Genève a décidé de ne se déplacer qu'avec 2 gardiens, ce qui est complètement logique. Onka était malade et donc était absent en Finlande. Était vraiment malade. Je peux garantir que les Vatanen et Onka, ils faisaient pas la fête à la maison samedi soir. Vatanen, il m'a dit... J'ai même pas regardé le match samedi soir tellement j'étais au fond du lit. Et j'ai dormi à 8 heures. Je dis, t'as pas raté grand chose, tu sais. Et puis, à part ça, je pense à un étranger qui est sur le carreau en ce moment, aussi, à Genève, c'est Daniel Winnick. Absolument. Et est-ce qu'il t'avait pas dit dans une interview que lui, il va tout faire pour hein? Il avait encerclé une date pour son retour au jeu le 20 février. Et la finale de la Ligue des Champions, à ce moment-là, Genève était qualifié pour la demi-finale, devait jouer ces 2 matchs contre Rauma, puis a dit j'espère que les gars ils vont le faire pour moi. Moi, je sais ce que j'ai à faire pour revenir au jeu à ce moment-là. Et c'est vrai que ce serait une belle chose si Daniel Winnick pouvait être apte à jouer. Et au-delà de la belle histoire, ce serait pas un luxe parce que sur un match coup près, avoir un Daniel Winnick dans ses rangs, ça peut quand même toujours être utile. Noah Rod me disait... Ce qui a fait la différence peut-être à un moment aussi, c'est qu'on a commencé à jouer physique et pas méchant. Hein, parce que tu disais aussi Genève, alors à l'est de la Verso, on les aime pas forcément, on est pour l'équipe qui va jouer contre eux. Et puis, mais tu disais aussi qu'ils ont gagné le respect. Et je pense que de la part de certains suiveurs du hockey suisse, même s'ils sont pas pour... s'ils sont pour une équipe, que ce soit Lausanne, Fribourg ou bien Bienne, enfin peu importe, une autre équipe de National League, il faut aussi reconnaître que Genève est une équipe qui n'est pas méchante. Et je me disais aussi, quand ils jouent dur, ils ne jouent pas méchant. Ils sont simplement à jouer physique. Et peut-être aussi, c'est plus appréciable que d'avoir des fois des équipes... Je me rappelle, il y avait des équipes que tu n'aimais pas quand tu étais suiveur d'un club. Et puis en plus, c'était une équipe qui jouait des fois un peu... sale, je fais les guillemets avec les doigts, et ça donnait pas tellement envie. En plus, il y avait une deuxième raison de les détester, simplement par le fait qu'ils étaient géographiquement pas dans ta circonférence ou vers chez toi. Et Genève, je trouve qu'ils jouent pas sale justement, ils jouent physique. Et je me demande si contre Skellefteå ça peut passer en fait aussi en étant un peu plus physique, même si c'est sur un match. Ce point-là, je peux pas t'en parler parce que je n'ai pas encore trop pris de renseignements sur cette équipe suédoise. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que le match en Finlande, c'était limite à un moment où tu voyais qu'ils étaient sur la ligne. Ils sont un peu en train de semi-dégoupiller à 2-0. Il y a des petits coups à gauche, à droite. Vatanen, à un moment, il se fait bousculer sur le 2-0. Il se fait bousculer en zone offensive. Il parle à l'arbitre au lieu de se replacer. Il y a un changement de ligne qui est un peu mauvais. Et là, tu sens que la frustration elle est en train de monter, que les suspects usuels commencent un petit peu à sortir les coudes. Et tu dis...
Tanner Richard commence à utiliser son troisième poumon. Exactement. Et Cadieux m'a dit à la fin du match que justement, il a un peu dit aux joueurs, non, calmez-vous, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on peut, à savoir notre jeu. Ne parlons pas aux arbitres, arrêtons tout ça, parce qu'il sentait justement que la ligne était en train d'être dépassée. Et en fait, c'est là où elle est le plus forte, cette équipe de Genève, c'est quand elle est capable de titiller cette ligne et de ne pas la dépasser. Et pour moi, l'un des meilleurs exemples, c'est Lugano à la fin de cette série l'année passée. Quand il y a 2-2, et derrière, là, ils sont toujours à la limite, toujours. Tanner Richard le premier, mais pas que lui. Et cette équipe-là, quand elle joue comme ça, elle est chiante à jouer, mais c'est un compliment de dire. Elle est chiante, mais dans le bon sens du terme, en tant que suiveur. Tu dis, j'aimerais juste pas être en face parce qu'ils jouent dur, parce qu'ils sont agressifs et hargneux, mais sans dépasser cette limite. Et sur un match à la maison, ouais, ça peut être intéressant ce 20 février. Tu seras là, j'espère. Oui, absolument. Si on m'octroie une accréditation, mais en tout cas, elle sera demandée. Il y a une image, on va peut-être finir notre passage sur Genève, là. Tu as juste mentionné Yann Cadieux. Moi, l'image qui m'a marqué, il y avait un gros plan, la sirène retentit. On voit les joueurs se rassembler sur la glace, se féliciter sans effusion particulière, sans euphorie. Et on voit Yann Cadieux sortir de son banc. Il est derrière le banc. Il part on voit, il part sur la gauche comme ça. Il quitte le truc. Le visage même fermé, pas un yes, pas un truc normal. Et je trouve ça assez... Je me disais, dans sa tête, lui, c'est fini. Il était déjà en train de se dire, bon, back-to-back contre Fribourg, vendredi, samedi, ok, comment on va faire ? J'avais l'impression qu'il était déjà passé à autre chose, c'était bon, le boulot était fait et qu'il y avait encore des choses il y avait le business, le daily business encore à... Mais c'est l'impression qui a été dégagée par toutes les personnes aux interviews après le match. C'était vraiment normal. On est venu, on devait gagner, on a gagné. Voilà, bon, back to business ce week-end, comme tu dis, back-to-back contre Fribourg. Premier match à Fribourg, deuxième match à Genève. Et mine de rien, en plus avec les 2 défaites du week-end passé, Genève est pas dans une situation qui est très confortable actuellement. Avec 56 points en 37 matchs. Un match de moins que Lugano et Berne qui sont juste au-dessus de la barre. Et 2 points de retard sur Lugano. Donc là, les 2 matchs contre Fribourg, c'est pas capital. C'est ces fameux matchs à 6 points. C'est ces matchs à 12 points, du coup, vu qu'il y en a 2. mais pas pour Fribourg. Non, pas pour Fribourg. Ouais. Par contre, pour Genève, il y a 15 matchs de la fin. Ces 2 matchs-là, il faut pas faire un mauvais week-end. Et c'est quand même une équipe qui est capable de sortir les pouces au bon moment. Puis là, il y a peut-être une dynamique qui est en train qui s'est créée ou qui va se créer autour de cette épopée européenne. Je pense qu'ils sont assez expérimentés pour pas perdre d'énergie avec ça jusqu'au 15 février, puis de commencer à se mettre en mode Coupe d'Europe après, en vue du 20. Mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Justement, sans transition, on va passer au match de vendredi. Il y en aura 5 matchs niveau paris sportif. Qu'est-ce qui peut nous intéresser entre les matchs sont Ambri-Bienne, Berne-Lugano, le fameux Fribourg-Genève, Langnau, Rapperswil et Zug Ajoie. Mais avant, revenons sur le week-end passé où on a été bon. Le samedi, oui, mais malheureusement, on parie sur le vendredi. Non, mais à part ça, on l'a quand même souvent dit aussi, c'est un petit peu plus difficile. On accepte la difficulté pour nous, mais la tendance qui se dégage, ou les séries, ou je sais pas quoi, on a un peu plus de marge sur le samedi, en général. Et moi, j'ai fait un joli samedi, mais pas un joli vendredi. Non, vendredi compliqué, samedi un petit peu mieux. T'avais parié Cloton, je crois. J'ai parié Cloton-Langnau en me disant que Cloton allait quand même être un peu moins horrible que ce que j'imaginais. C'était une erreur. Toi, t'avais joué Ajoie vainqueur de Rapperswil à la maison. En temps réglementaire. Voilà. C'était ça ce 4-3 après prolongation. Donc, c'était pas une mauvaise idée. Toi, t'étais plus juste que moi, on va dire, sur cette soirée-là. On va faire moins pire ce vendredi. Allez, qu'est-ce qui t'intéresse ? Alors, tu as dit les matchs. Hein, ouais. Donc, mais Fribourg-Genève, à part ça, mais je trouve que c'est difficile parce que Fribourg marche sur l'eau et il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Voilà. Et est-ce que ça peut intervenir contre un Genève qui s'est repris ? Je sais pas. Fribourg est à 2,10, Genève est à 2,55. C'est pour la victoire en 60 minutes. Et le match nul est à 3. Par ça, 80. Fribourg, vu la
la dynamique. À 2-10, la cote est pas atroce, hein, je trouve. Parce qu'évidemment, Zuga Joa, mais j'essaie de prendre avec un handicap, mais je pense que même avec un handicap... Alors pour l'instant, je peux pas te le dire, on est un petit peu tôt par rapport au match de vendredi. Ouais. J'ai juste les cotes en 60 minutes et Zug est à 1,33, Ajo est à 5,95. Donc pour l'instant, je peux pas dire il faudrait prendre du moins 2,5. Puis il a commencé à jouer 3 buts d'écart, ça devient un tout petit peu difficile. Hein. Surtout avec un Ajoa maintenant qui prend pas d'essai. Donc ça alors... Moi, mon pari, celui que j'aime bien, c'est Bienne à Ambry. Bienne est redevenu une très bonne équipe, doit gagner des points. Ambry est redevenu une moins bonne équipe et en ce moment lâche un peu des points. C'est un match qui est coup près pour la 9e place parce qu'Ambry a 2 points d'avance sur Bienne. T'as vu qu'il y a le lendemain... C'est back-to-back, c'est le week-end des back-to-back. C'est le week-end des back-to-back, ouais. Donc le double Ambry-Bienne, mais si Bienne peut aller gagner des points le premier des 2 jours, là-bas, moi je l'aime bien ce pari-là, je dois dire. Ouais, parce que le Berne-Lugano, par exemple, qui c'est un peu chiant à jouer. Moi, j'irais sur Lugano. Moi aussi. Parce que Berne est un peu cata. Les 2 derniers matchs, c'est pas beau. Hein. Exactement. Moi, j'irais plutôt sur Lugano. Lugano est à 2,55. Berne est à 2,10. Le match nul est à 3,80. Et le dernier match dont on n'a pas parlé, c'est Langnau-Rapperswil. Rapperswil a un tout petit regain de forme malgré la défaite contre Ajoie. Mais Langnau est on pas sait si pas mal. qu'en faire. 2,30 à la maison pour Langnau. Rapperswil à 2,35. Je serais plutôt pour Langnau, si on me demande comme ça à choisir. Mais nos choix, on affinera ça, quoi. Exactement, nos choix sont à retrouver sur nos réseaux sociaux vendredi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au Lausanne Hockey Club qui... C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a décidé de faire ce podcast un tout petit peu plus tardivement, comme ça on pouvait quand même parler de Lausanne qui joue très peu ces jours. Il y a eu un match contre Berne, une victoire 4-1 et puis 7 victoires à Zug, 3-2 après prolongation. Je sais pas si c'est des statements que fait Lausanne, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas ils sont dans une dynamique vraiment positive et c'est une équipe... Tu en parlais quand on faisait les awards du dimanche soir et en disant que c'est une équipe qui produisait à 5 contre 5 qui était la plus dangereuse ou une des plus dangereuses. Ça s'est encore vérifié contre Zug dans un match en 2, on va dire, poids lourds du championnat maintenant, top 4. Lausanne doit quand même toujours regarder derrière parce qu'ils ne peuvent pas encore se permettre de dire non, c'est bon. Mais sur ce qu'on voit en ce moment... C'est difficile de les imaginer pas dans le top 6, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que sur ce qu'on voit actuellement, on peut presque même booker le premier match des playoffs à la Vaudoise, non ? Ah, tu dis l'avantage de la glace, donc. Ah ouais, top 4. Le top 4, ça doit être maintenant un peu un objectif, effectivement. Absolument. Sur ce qu'on a vu, moi, je vais alors confesser et être très, très transparent. Hein. J'ai vu le premier tiers dans le train entre Genève et Lausanne. Et j'ai vu le 3e tiers en arrivant à la maison. J'ai raté le 2e. De ce que je vois au niveau des statistiques, Lausanne a dû faire un excellent 2e tiers-temps, mais ça, vraiment... Alors, mais ils ont eu un but annulé de Eldner. Ouais. Ça, j'ai vu les images, par contre. Pour un coup de coude. Et est-ce que Stéphane Rochette et Pascal Eberhardt étaient un peu à se dire... c'était un peu difficile. Je pense que les supporters lausannois diront que c'est Liga Mafia et puis que les Suisses allemands sont avantagés, mais là, en tout cas, de ce que moi j'en ai vu, premier tiers très équilibré, ça allait un petit peu dans tous les sens quand même. C'est surtout un peu parti tout d'un coup. Greg Hoffman qui dit pour les gars de Hockey Manager qui font tiens, on va peut-être le prendre. J'en ai un d'ailleurs au micro en face de moi qui a été malin comme un singe, évidemment. Attends, on verra. J'ai pris mon dernier transfert pour ça. J'espère que je vais pas la regretter. Ouais, bon, au pire, c'est ça. Tu te dis, c'est pour aller chercher Hoffman et typique Hoffman qui en vitesse aussi, qui arrive à battre Connor Hughes. Là, quand le match commence comme ça, tu fais pouf. Rappelle-toi le dernier déplacement de Lausanne là-bas, ils s'en étaient pris 8 ou 9. 9, ouais. Là, pas du tout. Là, justement, il y a eu une très belle réaction. Il y a eu ces 2 buts coup sur coup. Le deuxième de Holstein, il est pour lui aussi. Hein. Ouais, je peux imaginer. J'ai juste. Alors, tu parlais de Olkinoir. Ouais. J'étais avec Chris Gaguerre, la confrère de Sport Center, dans le train à regarder le premier tiers. Et sur le but de Raffel, au début de l'action, il vient bousculer Wingerly. Oui. Et là, typiquement, c'est le genre de moment où tu dis si Wingerly gueule,
peut-être que tu dis il y a quelque chose. Il a rien dit, il s'est relevé, alors il avait l'air d'être un petit peu touché quand même, mais il a pas bronché, il a rien dit aux arbitres. Donc là, tu dis ok, il y avait pas faute sur ce coup-là. Sinon, il aurait au moins essayé de faire quelque chose. Là, il a rien dit. Et donc, Raphaël, on l'a déjà vu contre Berne. Oui. Retour, donc il a pu commencer cette saison. Là, c'est son premier but avec le Lausanne HC cette saison. Capitaine à l'extérieur, à la domicile, c'est Genadzi, c'est leur spécial là. Toujours pas compris, hein, on va vraiment pas se mentir, toujours pas compris. Mais bon. C'est un C sur un maillot. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Absolument. Toujours est-il que il a déjà été efficace, un but, il a amené justement un peu une dimension physique parce que cette récupération de puck elle est aussi liée à sa présence en zone offensive. Cette ligne avec Jäger et Boson, honnêtement, ça peut être une ligne vraiment intéressante. Absolument. À ce micro, je crois qu'on est les deux très admiratifs ou on apprécie en tout cas les deux Ken Jäger. Boson fait une belle saison et si tu les flanques les deux qui vont déjà bien d'un Raphaël qui amène du muscle. Par contre, ça pose une autre question quand même. C'est pas une question pour voir le négatif du tout, mais par contre, alors j'en parle aussi à dessein. Mm-hmm. Actuellement, tu as 2 défenseurs étrangers qui sont inamovibles. Oui. Jose et Pilot, ils doivent jouer. Pour moi, c'est une évidence. Tu as une première ligne offensive qui est composée de 3 étrangers. On revient sur le cas Salomaki juste après. Absolument. Où là aussi, il se trouve bien Apala, Suomela, Salomaki. Suomela, de nouveau, moi, j'ai pas vu le deuxième tiers, mais sur le 1 et le 3, il m'a de nouveau impressionné. Il est tout le temps dangereux. Il n'y a pas un shift où il se passe rien en zone offensive. J'aimerais bien que tu regardes si tu arrives à avoir le corsi relatif de Suomela, enfin de tous les joueurs. Je sais pas si on arrive à trouver ça. Honnêtement, il crève le plafond. Parce que j'ai pas regardé toutes les équipes, mais j'ai regardé sur les 10 derniers matchs. Ouais. Il a une statistique. Est-ce que c'est possible qu'il ait 19 ou un truc c'est possible. Complètement malade. Pour dire les autres bons joueurs, j'ai été regarder Genève, j'ai été regarder Fribourg, j'ai été regarder les autres clubs. J'ai même été regarder Zurich en me disant on a quand même les meilleures équipes du championnat. Même Zug, il est. Et avec Salomaki, ils étaient les deux, mais à un niveau qui était complètement fou. Donc, ce qu'il faut préciser, donc, ce que tu dis par là, le corsi relatif ou les expected goals relatifs, donc c'est par rapport à tous les copains du Lausanne HC, combien il produit de plus que la moyenne de tous les copains. Donc en s'enlevant soi-même la moyenne de tous les autres et son propre corsi à lui au expected goals. Et Salomaki a des chiffres qui sont dingues aussi, effectivement. Et donc ces 3-là, Salomaki, Suomela et Apala, s'ils sont en santé, ils restent. Raphaël, tu l'as nommé capitaine, il reste. Ben, le compte est bon, ça fait 6. Absolument. Tu fais quoi derrière avec un C4 qui est actuellement blessé, donc qui va revenir dans pas trop longtemps, visiblement. Oui, il est encore absent pour blessure. Oui. Et un Kovacs qui est pas là, plus là depuis un moment. Kovacs, pour moi, le cas est assez vite réglé. Si t'en as plus besoin, t'en as plus besoin. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment facile de se passer d'un C4 parce qu'il faisait pas une mauvaise saison, C4 avant. Et là, il y a un peu abondance de biens. On va le nuancer. Salomaki est sorti sur blessure à Zug. Malheureusement. Là, tu peux mieux en parler que moi. Il est sorti aidé par le staff. Il posait pas une des jambes par terre. Il a été checké pas loin de la bande. Là aussi, Stéphane Rochette, ancien arbitre, disait que ça méritait peut-être 5 minutes et qu'on n'aimait pas trop voir comment la jambe avait tourné. Est-ce que ce serait au mieux, ça peut peut-être être une sorte de tomate que tu as sur la cuisse ou sur, on va dire, bas du corps, en espérant que ce soit pas la cheville, etc., ou bien les ligaments. Mais on peut même pas dire qu'il boitait bas. Il était soutenu, il posait pas sa jambe. Donc, ça, c'est un peu la tuile, pas justement. Alors, et là, Et c'est dingue de se dire que on peut reprendre des... J'allais y venir. Hein, J'allais y venir parce que moi, tout ce que j'avais sur Salomaki et toutes les personnes qui sont habituellement très fiables, elles le sont toujours à mes yeux. Hein. Je dis pas ça. Je dis pas on peut pas faire des home runs tout le temps. Mais moi, quand Salomaki signe à Lausanne, et les premiers mois à Lausanne nous donnaient un peu raison de dire c'est quoi cette signature, quoi. Et depuis, il fait une saison à 18 points la saison dernière, 4 buts, 14 passes. C'est pas extraordinaire, mais il est pas là pour ça non plus. Après, ça dépend combien il coûte.
Ouais, c'est pas moi qui paye. Non. Il n'y a pas de plafond salarial. Donc ça, à la limite, c'est égal. Par contre, l'année passée, on aurait peut-être plus dû lui en demander offensivement, ce qui est moins le cas cette saison, justement. Cette saison, t'as un Suomela qui est offensivement ultra dominant. Profil qu'il n'y avait pas l'année passée à Lausanne. Ouais. Et quand tu as un joueur de complément comme un Salomaki qui vient justement compléter ton Suomela et faire de la place, de travailler pour lui, bah ça aide. L'année passée, peut-être qu'il faisait tout autant de travail et de place, mais s'il n'y a pas de Suomela pour faire le jeu décisif, à savoir soit marquer, soit faire une passe décisive pour l'autre compère, ben il n'y a pas de résultat. Et là, il y a vraiment des résultats. Donc Salomaki, très bonne saison, et ça serait dommage de le perdre pour un moment sur ce coup-là. Mais ouais, sur ce que tu me dis, et je pense que tu as raison, il y a peut-être 34 quoi s'inquiéter, mais actuellement, on enregistre mercredi soir, donc on n'a aucune nouvelle. On essaiera d'en avoir le plus vite possible. Moi, je voulais juste pas pointer du doigt, au contraire, dire du bien de Lucas Frick. Ouais. Que j'ai trouvé excellent sur Il a fait un très bon ce match contre Zug. Je l'ai pas trouvé franchement bon ou pas très bon cette saison, globalement, disons. Aussi, mais c'est peut-être pas forcément sa faute, mais quand tu as 2 défenseurs étrangers devant qui sont bons, bah forcément, tu as moins besoin de l'être toi. Il y a Elner qui revient vraiment fort cette saison aussi. Ça prend de la glace, ça prend des responsabilités, ça prend des minutes de jeu. Et donc Frick, il vit pas forcément une saison ultra simple, mais là, moi, sur ce match de Zug, il m'a vraiment impressionné. Ouais. Je voulais juste le mentionner. On en parle très peu dans ce podcast. Tu as tout à fait raison. Autre chose que je voulais souligner, c'est Fuchs qui il a pris feu. Depuis le 1er décembre, il a 12 points en 12 matchs, 9 goals, 3 assists. J'ai mis un peu comme Berchi. Alors, je ne vais pas comparer les deux joueurs parce que Berchi a plus un profil de buteur que Fuchs à la base. On est moins surpris de voir Berchi être avec sa vitesse et tout. Mais Fuchs en ce moment, et j'étais pas toujours convaincu, et on sait qu'il est plus passeur que buteur à la base quand on a son profil. Mais là, il a vraiment en confiance. Ouais, 12 buts, c'est son record en carrière déjà. Il reste plus de 10 matchs de championnat, plus de 10 matchs de saison régulière. Donc il est clairement dans une bonne période et dans une bonne saison globalement. Et là où je te rejoins, c'est que on a un Fuchs efficace et qui va au filet, je trouve. Peut-être plus qu'à d'autres moments où tu avais un peu l'impression qu'il évitait un peu le contact de temps en temps. Je pense que tu as raison. En tout cas, c'était l'impression qui dégageait. Ça ne veut pas dire que c'était ça, mais il y a des fois, et c'est clairement, il n'y a pas clairement pas que lui, qui des fois donne cette impression d'aimer bien jouer en périphérie. Et tu parles de Berchi avant, encore une fois, on ne compare pas les deux, mais lui aussi est dans ce moule-là, et il est d'autant plus efficace quand il va au filet, quand il va là où ça se passe, où là il faut aller un peu se faire mal. Et il a eu une période à Fribourg, mais on parlera de Fribourg plus tard, où justement c'était un peu plus compliqué. Puis le message, c'était il doit aller plus au filet. Et un Jason Fuchs, si j'avais l'impression que par le passé, peut-être il marquait plus le 4-1, un beau solo en fin de match plutôt que des buts qui comptent. Là, c'est un peu tout l'inverse sur ce match à Zug. Déjà, c'est lui qui marque le but décisif en prolongation. Ouais. En récupérant le puck dans sa zone comme un grand, il est parti et puis il allait marquer un but à Hollenstein. Et il avait déjà marqué un doublé. Marchini a spéculé aussi un peu sur le goal. Mais à 3 contre 3 après, c'est du hockey. Mais au-delà de la péripétie, on va pour moi l'issue du match, parce que si Hoffman marque avant, déjà on aurait tous apprécié parce qu'il y en a qui l'ont un hockey manager. Mais si Hoffman marque avant puis Lausanne perd ce match à Zug, ça ne change rien au fait que la prestation lausannoise à Zug, elle était très très bonne. Et elle me convainc plus que celle face à Berne, même si face à Berne c'était plus dominant. Oui. Mais contre qui ? Contre une équipe de Berne qui est en ce moment un peu chancelante. On l'a vu le lendemain, ils ont de nouveau pas été bons à la maison cette fois-ci contre Fribourg. Là, ils vont à l'extérieur sur une glace où c'est assez hostile. Le retour de Hoffman, tu l'as dit, après 45 secondes, il marque son premier but. Équipe quasi au complet. Il manque Saint-Hilaire, il manque Giannini devant le filet. Ça change quand même un peu la donne. Giannini, on est bien d'accord. Holstein est bon quand même normalement. Tout à fait. Mais voilà, c'est grosse prestation.
c'est 2 gros points aussi, finalement, parce que maintenant, Lausanne a certes des matchs en plus, mais plus que 6 points de retard sur Zug. 10 sur Fribourg, là, ça va être un poil chaud. Mais par contre, 11 d'avance sur la barre. Mais bon, ils jouent pas, bon, je sais pas quand. C'est Lausanne, là, ils jouent pas du week-end, hein, c'est juste. Oui, c'est juste. Ils rejouent mardi, c'est ça? Ouais, alors, attends, j'ai pas le calendrier sous les yeux. Il me semble qu'ils Ils rejouent mardi à la maison contre Davos. Ouais. Avant d'accueillir de nouveau vendredi Ajoie et de se rendre à Lugano. Mais ça, c'est pour les 10 prochains jours. Hein. Là, ils jouent. Ouais, c'est ça. Là, ce week-end, vu qu'ils ont des matchs en plus, ils vont regarder les autres se bouffer des points et se dire va bien, ça va bien. Encore un truc à propos de Lausanne qui mérite quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu, c'est le... Bon, déjà, il y avait eu Sidler qui est parti à Cloton. Ouais. Je crois qu'on l'avait pas mentionné parce que c'était... Ça devait être pendant soit pendant l'épisode, soit peut-être le jour d'après qu'on a appris ça. Un petit gars, je trouve. Absolument, mais c'est pas par rapport à Lausanne, celui qui a fait pour moi un mauvais choix de carrière à l'époque. Et je pense qu'il a tout pour s'en sortir et se relancer du côté de Cloton. Il y a d'ailleurs plein de ces joueurs. Il y a aussi Mikaena, ouais, là, on a vu qui va aller dans un Rapperswil. Des joueurs qu'on pensait émerger, puis qui finalement connaissent un. De Lémon à Bienne, on en parlera après. Ouais. Il y a des petites choses comme ça, ces défenseurs qui sont, on va dire, entre 20 et 25 ans, qui ont un potentiel et qui l'ont pas encore complètement exploité. Mais je voulais juste revenir sur Lausanne. Je sais plus si on l'a un tout petit peu, on en a peut-être un tout petit peu parlé, mais il y a 2 nouveaux noms qui sont sortis. Il y en a un par jour. J'ai encore pas vu celui de mercredi. Ouais. Le nouveau Finlandais qui va débarquer. J'en suis à quoi 17 Finlandais qui débarquent la saison prochaine, je crois. Ouais, en fait, non, mais là, ça commence à être un peu rigolo, non? J'aimerais savoir. Expressen en suédois, c'est quoi? Ça se dit Blick en français ou comment? Johan Svensson qui écrit ça, et je sais pas quel nom il a écrit, hein, mais Johan Svensson est très fiable, généralement. Ouais. Donc, moi, j'ai tendance à prendre Expressen au sérieux quand je lis une information qui vient de Expressen. Mais c'est vrai que Expressen, on pourrait dire ça, on pourrait traduire ça par chez Gauvin, parce que ils envoient tout le monde à Lausanne. On a l'impression que c'est un peu comme moi quand je dis il pourrait peut-être aller jouer à Rapperswil ou à Ajoie, là, puis tu te moques de moi en disant on les envoie chez Gauvin. Mais parce que là, on a donc Kuokkanen, le nom était déjà sorti une fois, il revient, meilleur pointeur de Malmö, c'est 31 points en 32 matchs. Et maintenant, ils lui ont collé Pajuniemi, son collègue de ligne, Lauri Pajuniemi, un Finlandais aussi, qui a 20 points en 30 matchs. C'est pas génial, mais il faut... C'est pas le même profil de ce que je me suis renseigné, justement. Voilà. Et surtout, ils sont sur la... Ils feraient une paire. On a l'impression que c'est Michael Trigo qui nous donne des conseils de hockey manager. Prenez des paires. Et que John Foust, il dit « Alors, j'ai noté. Merci, Michael. Je fais comme tu dis. » Et que l'autre nom, c'était Oksanen, qui était le partenaire de ligne de Suomela à Oskarshamn, là. Et puis... ça aurait dû... En tout cas, tout ça a du sens. Mais ça fait quand même 3 joueurs. Il y avait encore ce Utanen qui était sorti, mais on a l'impression que des fois, Expressen ne va pas sortir des noms suisses parce qu'il y a Lindholm, il y a tous les défenseurs suédois aussi. T'as l'impression, on les met en Suisse, puis comme ça, on peut peut-être... Est-ce que l'agence dit on gratte un peu? J'avais tweeté une fois un truc du genre en disant c'est la période de l'année où les joueurs sont intéressés par la Suisse avant de re-signer 3 jours après à Timra ou à Örebro. Et là, c'est juste que les mots choisis sont un peu plus péremptoires que... Ouais, il est intéressé à aller en Suisse. Là, c'est quand même dit, il va aller. Et moi, j'ai assez tendance à croire que Kuokkanen va finir à Lausanne, mais je ne le sais pas et je ne l'ai pas écrit. Enfin, en même temps, l'info, elle est sortie un peu partout. Moi, je viens derrière en disant ouais, alors c'est vrai. Merci Grégory. Quoi. Non, bon, à part ça, si c'est... Je vous confirme parce que j'ai eu un double triple sourçage, pas de problème, hein. Mais là, actuellement, si on regarde le contingent lausannois, c'est effectivement au niveau des étrangers où John Foust a une marge de manœuvre. C'est nulle part ailleurs. Fin de contrat, Sekac, Salomaki, Raffel, Apala. Les 4 sont en fin de contrat. On a parlé avant de Salomaki en très très bien, du fait qu'il avait réussi à faire une super paire avec Suomela, qu'il est utile. Est-ce que vraiment tu veux t'en séparer à la fin de cette saison? Si je pose la question. Sekac... Le C4 de janvier, on l'a encore pas vraiment vu, mais celui qui met 2 points par match là et qui est le meilleur joueur de la ligue, il est censé arriver tout bientôt. Je pense que là, il est en Tchéquie, ou je sais pas où il est, mais il va revenir. Raffle. Mais lui, avant sa blessure, il marquait très peu, mais il a quand même 14 passes décisives, c'est catch.
Je suis moins convaincu de devoir regarder un Iris Ekach, surtout que le copain de Kuokkanen peut avoir justement ce profil qui peut un peu lui ressembler, mais... Ce Payuniemi, par contre, il a 24 ans, je crois. Exact. Que c'est Kuokkanen a 25, 24, c'est des joueurs assez jeunes. On a vu que Eponiemi a ce profil aussi, 24 ans. Alors, beaucoup plus buteur, hein, on est d'accord. Mais on n'a pas des types qui viennent en fin de carrière. Sekach est de 92, Raffel est de 88, si je dis pas de bêtises. On est plutôt sur des gars, on est sur des trentenaires. On les remplacerait par des gars qui sont encore dans la vingtaine, voire même milieu de vingtaine. Mais on a besoin d'expérience aussi. Je suis très partagé. Je trouve que les noms sont pas ridicules. Non, vraiment tu pas. sautes pas au plafond en disant oh, c'est exceptionnel. Mais par contre, ça a l'air d'être des solides joueurs de hockey et que Foust a l'air d'avoir quand même bien fait ses devoirs. Donc, mais celui qu'on connaît le mieux, c'est Kuokkanen ici. Oui. Il a joué une saison à Fribourg. C'était pas. D'un point de vue statistique, c'était pas tout à fait catastrophique. Non. C'était OK. Mais on se rappelle quand même que Kuokkanen de 98, hein, il a 24 ans, effectivement. Il arrive... 98, c'est 26 maintenant. 26, pardon. Ouais. 25. 25, oui. C'est dur. C'est minuit. Il fait 31 points en 42 matchs, 10 buts, 21 passes décisives, mais 42 matchs, et il n'a pas eu des matchs blessés, il a eu des matchs en tribune. Ouais. Et il arrive en Suisse après avoir fait une saison quasi 2 saisons complètes en NHL, dont une à 17 points en 57 matchs juste avant d'arriver en Suisse. Donc tu dis waouh, lui à 23, 24 ans par là, il va exploser, il doit exploser, c'est sûr. Il le dit lui-même, moi je viens en Suisse, mais c'est que pour une année, vous inquiétez pas, l'année prochaine je suis en NHL. Là, il est à Malmö là. Ça se passe pas très bien d'ailleurs, la saison des Red Hawks de Malmö. Non, lui il est le meilleur compteur. Absolument. Mais... Et il est à part ça, il faut aussi mettre dans le contexte, c'est j'ai regardé, il est 3e compteur de Suède ou 4e compteur. Il était, ouais. Il est, ouais. Le meilleur, il a 34 points. C'est vraiment pas une ligue où il y a beaucoup de points qui sont marqués. Hein. C'est à peine 1 point par match. On est à la limite. Donc, c'est pas non plus l'explosion offensive. Et j'ai un peu regardé où était Tom Ernest aussi, hein, qui dominait la Ligue suisse et où c'est un peu plus compliqué. Tu l'avais eu à l'interview. Oui. Moins de powerplay, moins de situations comme ça. Enfin, c'est pas le même style de jeu. On voit que c'est quand même plus ouvert en Suisse. Mm-hmm. Donc, peut-être que pour ces joueurs-là, ils peuvent être un peu plus dominants au niveau des points. Ouais, après pour Kuokkanen, faudra voir Fribourg n'a pas souhaité le garder, ça j'en suis certain. Je sais pas si lui voulait rester ou pas, mais je sais que la question lui a pas été posée s'il voulait rester. Donc c'est aussi un jeune joueur encore qui est en train de se former. Donc finalement, est-ce que cette expérience à Fribourg lui a permis de mûrir un peu? Il repart au nord, alors certes pas dans son pays, il va en Suède, mais il repart au nord. Est-ce qu'il était mieux là-bas? Il a peut-être grandi en tant qu'hockeyeur, hein, finalement, et comme homme aussi. Il peut revenir là avec un état d'esprit peut-être différent, peut-être ça peut bien se passer. Je pourrais pas dire le contraire, disons maintenant, mais il y a une toute petite méfiance quand même sur ce joueur qui n'a pas explosé à Fribourg. On dirait Merlin. Je dis oui, mais je dis méfiance. Je dis oui, mais méfiance. Et pour dire, il y avait Juuso Vainio qu'il avait comme coéquipier finlandais oui. À Fribourg. Là, il pourrait se retrouver avec pas mal de compatriotes. On voit comment ça se passe à Genève aussi. Alors, les noms sont quand même Maninen, Artikainen, Vatanen, Filppula. C'est vraiment du top niveau. Je dis, on voit ce que fait Suomela. C'est brillant. Hein. Pour l'instant, on est plutôt pas bluffé, mais on se dit, ah ouais, on avait vu qu'il était... On en attendait beaucoup et on n'est pas déçu. Et ça, finalement, c'est déjà pas mal, je trouve. Exactement. Et pour dire qu'il arrive dans un championnat qu'il ne connaît pas, peut-être que le Suomela saison 2 sera encore plus impressionnant. Mais voilà. Donc peut-être d'arriver dans un contexte plus favorable, on va dire, avec des Finlandaises. Si ce Pajuniemi signe aussi, puis qu'il est copain avec, ça peut peut-être aider. On voit qu'à Langnau, c'était quoi, Menelanen qui avait signé parce que sa copine, puis il se connaissait bien avec soit Sarela, soit Sarajärvi. Je crois que c'est peut-être Sarajärvi. Et ça donne un effet peut-être positif aussi à tout ça, mais on verra la suite. Et je te propose qu'on fasse une pause et qu'on passe à Fribourg.
On passe à Fribourg. Fribourg qui gagne tout, qui sait plus perdre. On passe à Ajoie. Non, je rigole. Non, Fribourg qui a signé, à part ça, Jérémy Gerber, ça a été annoncé, tu l'avais dit. On a eu Santiago Neff aussi comme autre signature. Kevin Etter, Kevin Nicolet, c'est juste aussi, c'est Kevin, c'est bien ça. Donc, on a des jeunes joueurs, ce qui peut nous en fait, toutes ces signatures remettent le cas, j'ai envie de dire le cas Bikoff, parce que Bikoff n'a pas été prolongé, on n'a pas signé de contrat, ça a beaucoup fait parler forcément à Fribourg. Et derrière, voilà, on montre aussi, on veut faire confiance aux jeunes. On va chercher deux joueurs qui sont pas du club, plus deux gars du club. Ouais. Ether, c'est une prolongation de contrat. Il est déjà sous contrat là. Les deux, Ether et Nicolas, sont prêtés en Swiss League cette saison. Et Jérémy Gerber vient de Lugano. Quand il a explosé, entre guillemets, pas explosé, mais quand il a fait ses premières vagues, on va dire, à Berne, Jérémy Gerber, saison 21-22, il marque 5 buts de passes décisives, 7 points. C'est sa deuxième saison complète en National League. Il était prometteur à ce moment-là et il a quitté Berne pour Lugano. Et à ce moment-là, Fribourg était dessus. Ça s'est pas fait. Et je pense qu'il s'est un peu dit, en partant à Lugano, je vais faire un peu comme d'autres, comme les Müller, comme les Haim. Ouais. On quitte Berne, on est un petit peu coincé pour aller exploser ailleurs. Le problème, c'est qu'aller exploser à Lugano, c'est difficile parce qu'il y a une sacrée concurrence. Et là, il n'a jamais réussi à s'imposer. C'est un joueur qui va pas être là pour marquer 15 points par saison. Il ne faudra pas en attendre ça, sinon les gens vont être déçus. Il pourrait le faire, je dis pas, mais c'est pas pour ça qu'il sera là. Par contre, c'est quand même un joueur qui a de l'énergie, qui a un gabarit qui est quand même assez solide. Et c'est plutôt à ce niveau-là qu'il pourrait être utile pour remplacer un Marouilleur. J'avais dit, est-ce qu'il ne remplace pas plutôt un Marouilleur qu'un Andrei Bikoff, hein. Absolument. Et donc, je pense que c'est une signature qui est en tout cas intéressante à ce moment du marché. Si tu me dis qu'en octobre, Fribourg annonce Jérémy Gerber, je te dis, ouais, il y avait peut-être mieux. Par contre, si tu me dis qu'en février, il y a lui qui a signé, ça me semble tout à fait bien. Santiago Neff, on le connaît un petit peu moins. C'est aussi un ancien junior du CB Berne. Il y est toujours. D'ailleurs, il est prêté à Bâle cette saison. Si je ne me trompe pas, non, je ne me trompe pas. Il est prêté par Berne à Bâle cette saison. C'était déjà le cas la saison passée. Bâle qui cartonne. Qui cartonne. Lui qui fait une belle saison. Il joue beaucoup avec les étrangers sur la première ligne avec Jacob Stuckel et qui est lui vachement fort aussi au passage. Il est encore un petit peu plus jeune, il a 21 ans seulement. Santiago Neff, c'est aussi un grand gabarit, 1m87, 81 kg selon Elite Prospect. Il va sûrement encore un petit peu prendre de poids ces prochains temps. Mais là, on est clairement dans un projet plutôt qui va prendre peut-être une année ou deux pour se matérialiser. Je pense qu'il ne faut pas en attendre moins émerveillé la première saison. Mais c'est un de ces joueurs qui a déjà un petit peu d'expérience, mine de rien. Il avait fait ses premiers matchs à Berne en 2020-21. Donc je te laisse imaginer, vu qu'il est 2002... à quel âge il est allé jouer. Il a fait toutes ses classes à Berne, donc il a une bonne formation, on va dire, le jeune homme. Après, est-ce qu'il est capable de jouer en National League? Est-ce qu'il a le patin nécessaire pour jouer en haut, etc. Ça, j'avoue que sur ce que j'ai vu, j'ai regardé 2-3 vidéos de lui, sur ce que j'ai vu, moi j'ai pas la prétention de pouvoir juger ça. Est-ce qu'il se bagarre un peu avec Bignas aussi pour avoir... ces deux joueurs, hein, les Gerber, les Neff, se bagarront avec Bignas pour avoir une place. Ou je pense que les aléas d'une saison font que tu trouves toujours un petit peu de place pour faire jouer ces gaillards-là. Donc deux jeunes joueurs qui seront là pour amener un peu de concurrence. Puis effectivement, le cas Bikoff et la page Bikoff va devoir être tournée aussi. Puis voilà, je pense que c'était aussi bien qu'ils annoncent quelque chose parce que là, ça commence un peu à tourner en rond. Bientôt, il y aura toutes les églises du canton qui vont faire la quête du samedi matin. Alors, on passe le chapeau dans les rangs des églises, c'est pour payer le salaire d'Andrei Bikoff. Enfin, là, ça commence un petit peu à aller loin. Mais, alors, je suis toujours à dire que les Pestoni à Ambry, enfin, il y a des figures emblématiques. Alors, je pense que Andrei est
par rapport à Julien Sponguet. Rien contre lui, ni contre ce qu'il a fait, ce qu'il était, ce qu'il est encore. Parce qu'il fait le truc, c'est qu'il est sur une série 6 points en 7 matchs. La ligne avec Berchi et Delarose marche vraiment pas mal du tout. Il est vraiment utile à son équipe. Il est, ouais. Alors, forcément que les gens, ils voient ça, parce que... Alors, Fribourg, vraiment, on connaît bien ça doit pas être simple. Je me dis... d'être Dubé, de Sennheiser, de sortir là, puis on leur fait ouais, vous aurez quand même pu garder André, vraiment, ouais, pourquoi vous voulez pas garder? Je pense qu'ils doivent se dire, on savait qu'on allait avoir des retours là-dessus, mais enfin, est-ce qu'on pourrait pas, vu ce qu'il fait maintenant, est-ce qu'on peut pas encore le garder, ou on se dit vraiment, bon, ma foi, maintenant, on veut faire jouer les jeunes? Bah, avec quel budget, ouais. Au bout d'un moment, faut de l'argent pour payer les gars. Et vu ce qu'il montre, il doit sûrement prétendre à un petit salaire quand même. Il doit pas venir... il doit pas juste demander qu'on lui paye sa cotisation. Et puis, même si justement l'aspect... ouais, dans le vestiaire, on a fait un chapeau pour André. Ça fait un peu fanfare du village, comme c'était organisé, cette histoire. Mais c'est touchant comme geste. Mais moi, ce qui me fait quand même un peu tiquer, ça veut quand même dire que dans le vestiaire, les joueurs disent non, mais on n'est pas d'accord avec la décision de notre hiérarchie, et donc on va à son encontre en voulant proposer une solution pour garder un joueur que notre hiérarchie ne veut pas garder. Alors, tout va bien à Fribourg, ils gagnent des matchs, il y a un groupe qui a l'air ultra soudé, ça se voit. Enfin, tu vas au match là-bas, tu vois ça se ressent. Comme des fois, quand il n'y a pas cette alchimie-là, ça se ressent tout à fait. On a quand même des indices qui sont parlants. Et là, à Fribourg, ça se voit clairement. Ça crève même les yeux. Après, si l'équipe fait bloc en se disant c'est con, ils avaient qu'à garder André, on va leur montrer, on va tout faire pour qu'il soit bon, pour que ça change d'avis derrière. Finalement, tant mieux si ça génère des ondes positives là autour. Mais je suis quand même obligé de me dire que cette histoire-là de on va se cotiser pour André, c'est quand même un petit tacle à la direction. Non, alors, je trouve que tu as tout à fait raison. Le truc, c'est que on sait aussi le pouvoir de la vox populi. Bien sûr. C'est que et qui plus est dans un club qui est très populaire comme Fribourg, et que Bikoff marque des points. S'il était nul, ou s'il avait de l'impact sur les stats avancées et tout, mais là, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est tangible. Il fait des passes, je sais pas s'il est dominant, mais en tout cas, il aide son équipe, ça se voit sur la feuille de marque. Donc, c'est difficile après, parce que évidemment, les gens qui voient ça, ils disent ah, mais alors, voilà, encore un assist. Je pense à chaque assist, c'est ça doit être vraiment pas simple d'évoluer. Les circonstances font aussi qu'il est dans des bonnes conditions, parce que Nathan Marchand n'est pas là. Ça devrait être sa place ici, ce ne serait pas celle de Bikoff en théorie. Donc oui, il est plus haut dans l'alignement en ce moment, ce qui fait qu'il a plus d'occasions de briller, c'est clair. Mais il a déjà 10 points en plus. Il a déjà 10 points. C'est mieux que les deux dernières saisons. Il avait 6 points la saison dernière. Il avait malgré tout été re-signé, alors que je pense que la saison dernière, c'était très politique comme re-signature. À ce moment-là aussi, je pense que cette année, ça aurait peut-être plus fait sens que l'année passée finalement. Mais on n'a pas fini d'en parler, de cette histoire d'André Bikoff à Fribourg. Et qu'il va avoir 36 ans, on est d'accord. Oui. Il est de 88, et puis je crois qu'il est du mois de février, quelque chose comme ça. Oui. Donc, il fait ses 36 ans le 10 février prochain. Donc c'est vrai, là aussi, tu dis si tu veux un virage jeunesse, en fait, c'est un gars qui aura ses 37 ans durant la saison prochaine. Est-ce que vraiment tu veux garder ce joueur-là? C'est pas l'homme dont on parle, c'est ce profil-là dans ton équipe. À voir. Mais... Et puis sinon, Fribourg, on le disait, 2024, c'est parfait. Le livret de 3 à Fribourg. C'est vraiment Sørensen qui continue. Est-ce que Sørensen, Roland posait la question au Pécaliste lundi, est-ce que tu le vois franchir le plateau des 30 buts? Moi, je pense. Je pense que oui. Parti comme c'est, il y a assez peu de chances que ce soit pas le cas, non? Ouais, je me disais que il en a 25. Il a 25 buts et 17 passes décisives, ouais. Donc, normalement, ça devrait
Et il devrait effacer cette marque-là, ce qui est une jolie marque en championnat de Suisse. Ouais. Franchement, 30 buts. On n'y est pas encore, mais déjà rien que 25, c'est assez impressionnant. Ouais. Et puis, à part ça, il y a pas mal de joueurs qui sont sur des séries. Je mentionnais Berchi qui connaît vraiment une série assez folle depuis même avant le début de 2024. On a cité Bikoff, Delarose aussi marche bien, Sørensen qui continue à claquer les goals. En fait, le danger peut venir de plusieurs places à Fribourg. Et c'est ça qui fait que l'équipe est aussi dangereuse, avec en plus une assise défensive qui ne se discute pas, avec Berra au goal. Et même quand il y a eu Rueger, ça s'est plutôt bien passé. Absolument. Puis là, maintenant, on a ces 2 matchs contre Genève. On l'a brièvement mentionné quand on a parlé sur la partie Genève. Qu'est-ce que... On a mentionné dans les paris aussi, tu te risquerais pas à parier quelque chose sur le match de vendredi? Non, je m'amuse pas à ça. Sur ce match-là, je vais clairement pas toucher. Mais Fribourg à domicile, c'est une équipe qui est quand même très très solide. On était ensemble au match contre Lausanne début janvier. Contre Cloton avant, c'était aussi très solide. Fribourg à la maison, ils ont un public qui répond présent et qui est bruyant, et ils savent aussi l'utiliser, et ils savent être galvanisés par ça. Donc, je pense que ça va être un joli match en tout cas, mais non, j'ai aucun pari à faire. On passe avec une autre équipe qui va bien. Finalement, même si en championnat, c'était un tout petit peu plus compliqué sur le week-end pour Genève, la finale de Champions League, Lausanne qui va pas mal du tout, Fribourg qui n'arrête pas de gagner en 2024, puis on a Bienne qui marche vraiment bien. On a l'impression que le fait d'avoir récupéré une bonne partie de leurs blessés, maintenant Matikainen a pu quand même créer un environnement qui ressemble, je pense, un peu au HC Bienne qu'imaginait Martin Steinegger quand il avait monté son équipe. Oui, c'est 7 victoires sur les 10 derniers matchs pour le HC Bienne. Là, ils ont eu cette victoire contre Genève samedi 4-0. La veille, ils sont allés ramasser un point quand même à Lugano. Défaite au tir au but avec un Van Tottelberg qui était un petit peu moyen, on va dire, ce soir-là. C'était très bon contre Genève. C'était très bon contre Genève. C'était très bon toujours, d'ailleurs. Et là, le point très, très positif pour Bienne, c'est que, sauf catastrophe, ils sont sortis de la gonfle. Parce que avant cette série positive, on devait quand même se dire que la queue du classement était pas si loin et il fallait déjà essayer de se sortir de cette histoire avant de penser à autre chose. Maintenant, avec 6 points d'avance sur Langnau, on en a parlé dans les paris sportifs, c'est 9 défaites sur les 10 derniers matchs. La seule victoire, c'est quand j'ai joué qui perdait. Donc ça, bref, ça c'est juste encore une petite aparté. Mais c'est 6 points d'avance sur Langnau, un match de moins. Donc Bienne peut plus ou moins se dire c'est bon. Et puis tu disais il y a les 2 matchs contre Ambry qui sont importants. Exactement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce week-end Bienne joue un back-to-back contre Ambry, joue le premier match là-bas au Tessin et le lendemain à la maison toujours contre Ambry. Ambry qui n'est pas une équipe qui est en grande forme actuellement non plus. Donc je pense que le redressement biennois pourrait se poursuivre parce qu'Ambry c'est 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils n'ont qu'une victoire contre Cloton. Là aussi, il fallait bien que quelqu'un gagne. Bon, c'est le moins nul des deux. Donc, Bienne maintenant peut franchement, sérieusement penser à Genève qui est 8e et même Davos qui est 7e. Puis du coup, si tu réfléchis, Lugano est 6e avec 7 points d'avance sur Bienne. 7 points et un match de plus. Ouais. Donc, ça veut dire que virtuellement, mais quand même, ils sont à 4 points de Lugano et donc à 4 points de la qualification directe pour les playoffs. Ah non, mais si on nous avait dit ça mi-novembre. Honnêtement, ce play-in, ces places 7 à 10, c'est quand même assez bien vu pour donner du suspense à ce championnat. Absolument. Il faut quand même le reconnaître que ça crée quand même une belle émulation. Puis il y a des bagarres un peu partout, savoir qui est dans les 6 et tout. Donc là, on a ce Bienne qui marche bien. Et on a quelques nouvelles
Bukarts, qui visiblement va rejoindre la Tchéquie déjà à la fin de ce mois. Ouais, ça m'étonne pas, il joue plus. L'entraîneur, il veut plus qu'il soit là, j'ai l'impression. Ouais, mais tu vois, alors, il est venu, il a fait une pige et on a grillé une licence. Bon, ok. Ils n'auront pas besoin des 10, mais ouais. Ça, c'est clairement un fail. Rien à dire. On a Brunner qui pourrait prolonger. C'est ce que j'ai entendu aussi, ouais. Il paraît qu'il aurait fait un petit sourire en disant c'est en discussion et tout. Je vois pas pourquoi. À son âge, il est de 86, hein, il va sur ses 38 ans. Pourquoi est-ce que tout d'un coup il irait ailleurs? Ah non, honnêtement. Je pense qu'effectivement. C'est bien nous fin de carrière un peu. C'est un petit peu ça, ouais. Il y aura peut-être encore un Clauton, je pourrais imaginer éventuellement, mais et puis on a Löw aussi qui serait sur les rangs d'une prolongation. Ce qui fait complètement sens là aussi. Löw très utile. Et on parlera juste après de la dernière nouvelle dont tu allais parler, mais je voulais peut-être juste revenir sur les matchs. Le gros avantage de Bienne actuellement, c'est que les défenseurs jouent en défense, les attaquants jouent en attaque, oui. Et tu as 4 centres à Bienne maintenant qui sont dominants. Ton centre 1, on va l'appeler comme ça, c'est Eponiemi. Ton centre 1B, c'est Gaëtan Haas. Ton centre 1C, c'est Luca Ischier. Et ton centre 1D, c'est Luca Kunti. Ouais. Et tu as une ligne de centre qui est ultra solide. Et la ligne Salinen, Eponiemi, Kunsley, elle est chiante à jouer. Ils sont vraiment forts. Je pense à Eponiemi, moi, il m'a impressionné les 2 fois où je l'ai vu. Brunner, Kunti, Kessler, quand tu as un Kessler sur une ligne, tu sais que la ligne elle va être intéressante parce que Kessler c'est une perle, j'ai déjà dit 10 fois à ce micro et je vais continuer parce qu'après quand il sera à Davos on n'en parlera plus, mais tant qu'il est là profitons-en. Et après maintenant tu as une vraie équipe, Barofner, Ishii, Rayala, là aussi tu as un joueur assez physique, tu as un Rayala qui a un profil qu'on commence un petit peu à connaître, et après sur ta 4e ligne entre guillemets c'est LH2O. Ouais. Donc offensivement maintenant c'est ultra profond. Derrière, tout le monde est là à part Yakovenko, parce qu'on oublie encore Yakovenko qui est... On a une question d'ailleurs. Ah, vas-y. Alors, c'est un pseudo Paul. Salut vous deux, merci pour votre podcast, il est génial, merci beaucoup. 2 questions concernant Bienne. 1, avec le retour de Yakovenko, il faudra mettre un étranger surnuméraire, en parenthèse, autre que Bukarts. À votre avis, il faudrait mettre qui en tribune? Et puis, beaucoup de gens se moquent un peu d'eux. Hein. Beaucoup de gens se moquent un peu de Stoney actuellement au vu des prêts qu'il fait à droite à gauche à des clubs mieux placés que Bienne au classement. Mais vous ne pensez pas qu'il a raison de prêter des jeunes joueurs pour qu'ils aillent chercher du temps de jeu ailleurs? Parce qu'actuellement, la 4e ligne, c'est quand même Kessler, Brunner, Kunti. Ouais, on vient d'en parler, c'est juste. Et qu'ils reviennent peut-être plus forts pour la saison prochaine. Ils auront certainement un plus grand rôle à jouer avec un effectif moins fourni. Mieux ça que de les frustrer en tribune, à mon sens. Alors, juste pour ce dernier point, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les joueurs, il faut qu'ils jouent. Mm-hmm. Moi, ce dont on s'est moqué à ce micro, c'est cette possibilité de le faire finalement. De dire, bon, il y a aussi eu le fait que Bienne était à la ramasse et puis ils prêtaient des joueurs à Ambry, à Langnau ou à tous leurs concurrents directs. Ça a peu de sens, honnêtement. Ah, maintenant, ils renforcent Zug aussi, parce que Zug a besoin d'un petit peu de renfort. Mais avec Yann moi, c'est surtout ce système-là qui m'agace un peu. Donc, plus que Steinegger directement. L'étranger à mettre en tribune, c'est dur parce que si tu pars du principe que Yakovenko, Löw et Seteri jouent, t'as 3 places devant. Ouais. Rayala. Obligé. Salinen. Obligé. Eponiemi. Obligé dans mon équipe hockey manager. Voilà. Ce qui fait que ça laisse Olofsson comme. Et puis ça tombe bien parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté auprès de son entraîneur. Puis voilà, je pense. Puis s'il s'appelait Olofssoninen, peut-être que ce serait plus simple ou bien. Ouais, alors ça, je sais pas. Mais par contre, ouais, moi, mon choix, c'est Olofsson. Si Yakovenko, hein, évidemment. Si Yakovenko. Et puis si c'est Terry, parce que dès que tu mets Van Pottelberg, tu peux faire jouer en mettant Yakovenko et Löw, tu peux faire jouer 4 attaquants devant. Exactement. Et la dernière nouvelle dont tu voulais parler, c'est alors super signature. Franchement, on se posait la question en disant, on voyait tous ces types partir de Bienne, hein, Kessler, Kunsley, signer ailleurs. On dit, ah oui, mais il restera plus grand chose. Radgeb, et puis finalement Rodwin Dionisio, le défenseur, est-ce qu'il était capitaine de l'équipe de Suisse des M20 au championnat du monde? Pas cette année selon Elite Prospect. Ouais, pas cette année, mais par contre c'était le défenseur le plus je pense que c'était le plus dominant défenseur de l'équipe de Suisse. Pour 3 ans, j'aime beaucoup ses signatures. Il y avait eu Miles Müller qui lui a signé à Ambry, dans les jeunes Suisses comme ça qui jouent en Amérique du Nord dans les ligues mineures.
Ça c'est pas mal. Choix de 5e ronde des Anaheim Ducks cette année. 2023, Ouais. 129e position. C'est un défenseur qui a déjà un sacré gabarit. Il est près du mètre 90, près des 100 kilos. Donc il est là, disons. Mais il est quand même capable de jouer avec les mains, disons. C'est pas qu'un défenseur physique. Il est Bien un peu au comme contraire. Yann Bixel d'ailleurs. C'est le gabarit, hein, je dis. Ouais. Il a des bonnes mains, il est rapide. Je pense que c'est une très jolie signature, effectivement. Après, il ne faut pas oublier que c'est un joueur de 19 ans. C'est ça. Quand il va arriver à Bienne, il ne faudra pas se dire que c'est lui le nouveau leader de la défense du HC Bienne. Non. Par contre, ça peut le devenir très clairement et même assez rapidement. Mais voilà, jusqu'à présent, il a joué que contre des juniors. Là, il joue en OHL. Il est passé de Windsor à Saginaw Spirit. En 31 matchs, il a 31 points. Il est défenseur, 12 buts, 19 passes décisives. Ça fait une projection de 60 points en 60 matchs pour un défenseur en OHL, qui est quand même une ligue assez relevée. Ouais. Ouais, je suis très convaincu par cette signature aussi. Ouais, moi je trouve que c'est... faudra voir s'il peut prendre une place peut-être avec un Löw, tu vois. Tu te dis, tu le mets... Est-ce qu'il est capable? Après, il faut pouvoir suivre le rythme d'un Löw, mais vraiment, je me dis que ça, c'est quelque chose de pas si mal avec Luca Christen aussi. Par contre, ça nous laisse aussi un Noah Delémont. Est-ce que Noah Delémont a encore sa place à Bienne, finalement? Moi, je pense qu'il est sur le départ, clairement. Là, l'autre jour, il était dans les tribunes. Il n'avait pas l'air d'être blessé. Il avait l'air, par contre, pas très heureux et je le comprends. Pourtant, c'est quelqu'un qui est assez rayonnant. Ah ouais. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours du plaisir à parler, mais là, je ne suis même pas allé lui dire bonjour. Je me suis dit, je pense qu'il a tout sauf envie de venir me parler, que des gens viennent dire salut Noël. J'ai évité de le croiser pour pas que ce soit, pas qu'il croit que je vais venir chercher des infos ou je sais pas quoi. Mais ouais. C'est quelqu'un qui est tellement rayonnant et là je me suis dit ça a l'air une période un petit peu difficile pour lui et moi je suis persuadé qu'il va rebondir quelque part. J'ai aucune idée de quoi, de où. On avait parlé lors du dernier épisode de Rapperswil. Mais avec Enauer. Ouais, c'est ça. Mais un jour, il y a Davos qui vient chercher un joueur comme ça puis qui tente le pari. Ouais, mais comme ils ont re-signé Glee, je me disais un peu ça devient un petit peu plus difficile. Est-ce que, à part ça, est-ce que Julien Vauclair doit se dire... Allez, je l'envoie à Joie. Ah bon... Avec un nom pareil en même temps. Oui, en plus c'est ça. Et ça permet de faire une transition pour la suite, non? Mais parce que Langnau, ils ont Noah Meyer, ils ont Zanetti, ils ont déjà assez de jeunes à former et tout. Ajoie n'a pas tellement de jeunes à former. Et Delémont a quand même, en plus, un peu de bouteille quand même. Bien sûr. Donc... lui, tu peux lui offrir. Après, tu peux commencer à te dire est-ce qu'on est obligé de garder Brennan Ginas? Est-ce qu'on peut peut-être prendre un défenseur? Ils ont pas mal de défenseurs défensifs, les Thierry, les Fischer, les Sgragen. Un Delémont pourrait. En tout cas, ça ferait sens, mais moi, après. Ça ferait pas sens pour sa carrière. Je pense que c'est un joueur qui mérite beaucoup mieux que ça, bien sûr. en fait. Et moi, je pense pas. Je dis, c'est rien contre un joueur, évidemment. Fribourg, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Non, à part ça, tu réfléchis, tu te dis, va trouver. Ambry. Berne. Ouais. Berne qui signe des Claude Curdin-Pachou et des Simon Kinchy. Ouais, bon, mais c'est pas le même profil non plus. Non, d'accord. Mais il faudrait bien remplacer Untersander à un moment. Ouais, à un moment. Je dis pas que c'est le nouvel Untersander. Non, parce que Untersander, Le Feul, tes défenseurs offensifs, ils sont là aussi. Donc, c'est ça qui me fait dire que... Ouais, c'est... Mais en tout cas, on parlait de gâchis pour Dario Sidler avant. Là, on est en plein dedans aussi avec Nadelémon. Moi, j'espère qu'il va pouvoir rejouer assez vite. Et peut-être rester à Bienne. Là, on l'a envoyé aux quatre coins de la Suisse, le pauvre. Peut-être qu'il va rester à Bienne et que ça va très bien se passer. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez difficile. C'est un peu l'ombre au tableau actuellement du côté de Bienne. Et on vient d'en parler justement, vu qu'on parle de Delémont, on reste dans le Jura. Super blague. Ouais, absolument. Excellent. À Joie, on peut déjà commencer par parler de la retraite d'Alain Birbaum. Exact, je l'ai noté. Fin de carrière. Bon, on le savait. Qui était le secret le moins bien gardé de lui-même, d'ailleurs. C'était presque... Donc voilà, il raccrochera les patins en fin de saison. Il l'avait plus ou moins dit avant la saison, que lui, il se réjouit. Il espérait fêter son dernier match sur un match sans enjeu, parce que Ajoie sera
sera Sauvé, entre 11e ou 12e et va pouvoir se sauver tranquillement. Et puis, ce qui aurait déjà été magnifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'ambition. Ça aurait déjà été magnifique. D'ailleurs, on le voit avec le classement, ce n'est pas le cas du tout. Non, il va falloir se battre jusqu'au bout. Alain Birbaum, c'est quand même un joueur qui est là depuis de nombreuses années. Hein. Mm-hmm. Début de carrière en Ligue 1 en 2002-2003. Ça rajeunit personne à ce micro. et depuis, c'est une carrière... riche, avec plus de 1000 matchs professionnels. Là, ces temps, il a forcément un petit peu moins de temps de jeu, mais voilà, donc belle carrière quand même. Puis on se réjouit de voir ses derniers matchs. Il repose le patin sur la glace et s'il peut encore aider un petit peu le HCA. Par contre, alors lui, il est loin. Il y a Julien Colère aussi qui a été prêté au HCC, mais il avait demandé à partir, visiblement, et il s'est blessé. Alors, il a vraiment pas de bol. Ouais, lui, c'est une saison compliquée. Mais c'est dingue de se dire, on se rappelle, il faisait partie de ces pépites du début de saison pour Hockey Manager, mais si on enlève cet aspect-là, il marquait des points, il était utile au HC Agent. On se disait, mais peut-être qu'il peut jouer avec les étrangers. Ouais. Ça, il peut enfin exploser comme on imaginait le voir après sa carrière junior. Et ça s'est pas concrétisé derrière. Ouais, effectivement. Puis là, il a lui-même parlé de son départ en expliquant que c'est des raisons personnelles qui l'ont forcé à prendre son départ, à demander son départ. On va pas se mentir à ce micro, on connaît clairement l'histoire qui s'est passée. On va dire qu'on s'en fout un peu, c'est pas gossip facts. Donc, mais toujours est-il que c'est un joli renfort pour le HCC, par contre, d'avoir un joueur de ce niveau-là qui débarque. S'il est en santé. Le complotiste Roland Gué disait sur le plateau lundi mais voyez à Joie, ils envoient des gars au HCC, comme ça permet d'éventuellement... De torpiller Holton. Ouais, exactement, de torpiller Holton. Puis après, comme ils peuvent pas monter en National League, de dire, c'est bon, voilà, vous nous les éliminez avant. Ouais. Comme ça, après, on est bon, quoi. L'idée était drôle. Et si. Mais on a une question à part ça encore. On pourra finir là-dessus. On reparlera des matchs quand même du HC. Oui. Thomas Fueg, je ne sais pas si je prononce juste et je m'excuse si c'est faux. Bonsoir, j'entends souvent dire sur les plateaux télé et dans différents podcasts que la saison du HCA est terminée car ils sont condamnés à jouer le play-out. Pourtant, au-delà du fait qu'une 13e place offrirait un avantage de la glace important, il ne faut pas oublier qu'une telle position au classement serait historique et réjouirait absolument tous les supporters, même si cela paraît ridicule pour les autres clubs. Mais c'est intéressant, c'est une bonne piqûre de rappel, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je me dis qu'effectivement ça voudrait dire que jamais Ajoie a fini aussi bien classé, donc ça veut dire qu'il y a une progression. À ce micro, on parle quand même de la progression du HCA. Si on regarde les statistiques avancées, ils sont moins largués que les années précédentes. Il y a une progression qui est régulière d'une année sur l'autre. Donc on voit qu'il y a des améliorations. Actuellement, Ajoie a certes 13 points de retard sur la 12e place, mais 3 matchs de moins. Donc Ajoie a des matchs en main pour remonter. Et surtout, sur Cloton, il y a 4 matchs de moins et 7 points d'écart. Donc théoriquement, virtuellement, on va dire, Ajoie peut s'imaginer devant Cloton. Après, il faut les gagner, les matchs, c'est toujours la même chose. Ouais, mais Ajoie, c'est 2 victoires sur les 3 derniers. Ouais, j'imaginais peut-être, je me disais un truc, allez, 4 matchs, peut-être 5 points. Ça ce serait déjà... Oui, c'est pas... c'est même pas la moitié, mais... C'est à peu près un rythme. Tu recolles sur Cloton. Et voilà, tu reviens à 2 points de Cloton, tu peux un peu leur mettre de la pression. À Cloton, visiblement, ils veulent réduire la voilure de ce qui a été dit dans la presse alémanique. Ils veulent réduire les coûts aussi. Je me disais, à part ça, en lisant ça, tu te dis, on va pas nous refaire une Cloton un grounding de Suissair ou je sais pas quoi, ça ferait quand même un peu chenille une nouvelle fois, surtout pour un pôle autour de Zurich, centre économique du pays et tout, puis tu te dis vous remontez. Il arrive à faire une équipe tout en étant aussi à Joie aussi, à l'ombre de Zurich. Mais ouais, non, j'aime bien la perspective de Thomas. Elle est intéressante aussi pour nous de la garder dans un coin de la tête en disant oui, peut-être qu'ils vont finir 13e, mais 13e, mine de rien, d'être devant une équipe, c'est mieux que l'année passée. Donc il y a une progression et on la voit aussi. Puis j'aime bien ce qu'il dit sur que tout le monde serait très content de ça en fait là-bas. Et
là aussi, des fois, on se demandait comment le peuple jurassien allait réagir aussi à l'enchaînement de défaites. Ben, visiblement, ils en ont pas marre. Hein. C'est la 3e saison, mais... Moi, si tu te prends pas de tôle en allant à la Raiffeisen, c'est quand même plus agréable. Tu te dis, bon, ok, peut-être qu'on a perdu, mais si tu vois des gars qui se battent, et honnêtement, hein, encore une fois, la construction de l'équipe, d'aller chercher des Sgragen, d'aller chercher il y aura Louis Robin, je trouve intelligent, en sachant que tu peux pas faire d'être allé chercher Sopa au milieu de tu peux pas aller faire beaucoup mieux. Non, je suis d'accord avec toi. Donc là, il y a peut-être encore 2-3 trucs dans le pipeline qui peuvent se faire. S'il y a peut-être 1 ou 2 joueurs mécontents dans certains clubs qui se disent finalement moi Volvend, pourquoi pas, parce que c'est quand même un entraîneur alémanique. Ok, je vais jouer à Ajoie, c'est pas forcément la destination la plus sexy, mais j'ai du temps de jeu, j'ai un entraîneur que je connais qui va me faire confiance, et tout d'un coup tu mets en place quelque chose petit à petit pour obtenir un environnement plus favorable qu'avant en fait. Par contre, là on était très positif. Back-to-back contre Zug ce week-end. J'espère que c'est pas ceux-là les matchs en retard sur Cloton, parce que ça peut être compliqué, mais faut bien les jouer une fois ou deux. C'est comme aller chez le dentiste, hein, tu dois le faire de temps en temps. Vendredi à Zug, samedi à la maison contre Zug. Par contre, après, il y a un match contre Langnau le mardi prochain à Langnau. Celui-là, il sera important aussi, mais... Justement, il y a des points à aller chercher là. Donc, pour le HCA, mais mine de rien, 2 victoires sur les 3 derniers matchs, faut pas voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si t'es un ami du podcast. Et même contre Bienne, ils avaient été pas mal... ils auraient pu... ils méritaient beaucoup mieux. Absolument. Ils avaient finalement perdu 5-3, mais Odette avait eu 2 face-à-face. Oui. Enfin, vraiment, ils avaient fait un premier tiers qui était excellent. Et puis, ça s'est moins bien terminé. Mais voilà, on est au terme de cet épisode 19 de Colfax, épisode qui a été enregistré à cheval sur le... Pas à cheval, à cheval entre 2 jours, hein, entre le 17 et le 18 janvier. Excusez la fatigue de fin d'épisode. Merci pour vos questions. D'ailleurs, on a pu en prendre quelques-unes aujourd'hui, c'est toujours cool. On aime bien pouvoir le faire, donc encore merci. Merci Greg pour ton dévouement pour ce podcast, d'être venu aussi tard. J'ai bravé la pluie après avoir bravé le froid finlandais, donc avec plaisir. Ce week-end, peut-être qu'on se croisera sur les patinoires. Moi, je serai je serai vendredi soir à Fribourg pour le match contre Genève. Moi aussi. Et le probablement dépendra de samedi. Est-ce que je me rends à Bienne-en-Brie ou est-ce que je vais à Genève-Fribourg? Ça, j'ai encore pas décidé. Ça se verra. On verra plus tard. Mais là, j'ai Kitzbühel, je m'occupe du ski le matin. C'est Odermatt contre le reste du monde. D'accord, ouais, non, ça m'intéresse moins. Mais si on se croise, n'hésitez pas à nous dire bonjour. On aime bien ça, parler avec vous. C'est toujours un plaisir. Donc, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et bon match. À bientôt.